Cette conférence vous est proposée par notre partenaire MTCA et j'appelle Arthur Lequen pour le mot d'introduction. Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, c'est avec plaisir que je vous accueille pour cette conférence au nom d'MTCA. MTCA qui est partenaire technique du festival depuis quelques années maintenant. Si vous ne connaissez pas MTCA, nous, on a plutôt l'habitude de brancher des micros, régler les projecteurs. On fait ça depuis 50 ans sur la région de Rouen. J'ai donc l'honneur de parrainer la conférence de Yannick Roudot. Yannick Roudot qui va nous parler d'un sujet fascinant et aussi déroutant, je trouve, du transhumanisme. Alors je me suis renseigné, ça n'a rien à voir avec les vaches, hein, rassurez-vous. C'est plutôt pour les personnes qui souhaiteraient un jour, par exemple, copier le contenu de leur cerveau sur une clé USB ou devenir des humains augmentés. Voilà tout ce que j'ai compris, donc j'ai hâte de l'entendre nous parler de tout ça. Eh bien, je remercie toute l'équipe dans l'organisation et Lucie de nous avoir fait confiance une nouvelle fois cette année. Et je vous souhaite une bonne conférence. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Yannick Roudot. Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis ravi d'être là, de parler d'un sujet qui me passionne depuis les années 92 où j'étais journaliste. C'est mon premier article que j'ai écrit à l'époque sur Internet. C'était Al Gore lance les autoroutes de l'information aux États-Unis. Et on me dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Et j'expliquais la convergence des médias, du téléphone à travers l'écran, et que bientôt tout convergerait. Et ça m'est venu naturellement. Et ça rebondit sur une autre actualité dont je vais vous parler. C'est que je viens de passer 2 ans de ma vie avec un génie, rayé de l'histoire, que très peu de gens connaissent, et dont le nom a été volé par un psychopathe qui vend des voitures. Nikola Tesla. Et ce Nikola Tesla avait cette vision aussi, dès 1900, qu'un jour, un objet pas plus gros qu'une montre permettrait de recevoir des informations, des textes, des photos, des télégrammes, où que l'on soit dans le monde, sur la Terre ou sous la mer. 1900, il invente le smartphone. 1895, on va voir, il a inventé la robotique, bien avant Isaac Asimov, et bien avant d'autres personnes derrière. Et je démarre par cette phrase, pourquoi? Ça va rebondir totalement avec ce qu'a dit Laura tout à l'heure, et puis ce que mes prédécesseurs ont abordé. C'est qu'en fait, la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que cette grande révolution numérique qu'on nous impose comme une évidence, je ne sais pas si vous, on vous a demandé votre avis, moi, personne ne m'a consulté. À aucun moment, on m'a dit, Yannick, t'en veux ou t'en veux pas? On m'a jamais demandé mon avis. Et maintenant, j'ai des doutes sur est-ce que ça va amener du bien pour l'humanité? Est-ce que ça va nous faire progresser dans notre humanité? On a parlé de conscience. Est-ce qu'on va devenir plus humain qu'on ne l'a jamais été? Vous avez les réponses à ces questions? Personne ne les aborde. Ce n'est pas le sujet. Circuler, il n'y a rien à voir. Ce projet d'une IA et d'une augmentation des capacités humaines veut mener vers un transhumanisme, on va le voir, et il nous offre quelque part, il offre à une poignée d'individus sur cette planète un potentiel illimité, inédit dans l'histoire de l'humanité. On n'est pas encore à des êtres divins, mais on approche un peu de la création, et ça c'est extrêmement inquiétant. Pourquoi c'est extrêmement inquiétant? Parce que moi, ce qui m'interpelle depuis des années, quand je vois la destruction méthodique du vivant que nous réalisons depuis 250 ans, sommes-nous en train de donner une arme de destruction massive à l'humanité, qui va s'appeler le transhumanisme avec l'IA derrière, ou sommes-nous mûrs pour avoir cet outil dans les mains? C'est ce qu'on fait avec le vivant, avec l'industrie, la chimie, les pesticides, la destruction, la déforestation. Vous croyez qu'on ne va pas le faire avec l'IA? On va devenir conscient, on va devenir responsable comme ça en claquant des doigts? J'y crois pas un instant. Et donc j'ai des doutes, j'ai des peurs, ça m'inquiète. Et derrière, le fait que ce numérique, on soit passé de la révolution Internet dans les années 90, grosso modo, où les réseaux ont envahi le grand public, à ce qu'on appelle aujourd'hui une intelligence artificielle, et comme l'a dit Luc Ferry, on ne va pas chipoter sur les mots, qu'est-ce que l'intelligence? Ce n'est pas le sujet du moment. Ça nous amène comme à un point de non-retour qui nous amène à une très grande responsabilité. Et le transhumanisme est quelque chose d'extrêmement flippant. C'est même terrifiant. Terrifiant pourquoi? Transhumanisme, on peut parler aussi de post-humanisme. Des penseurs, dans les années 50, pensaient déjà à une autre humanité. Et on va voir que derrière la philosophie transhumaniste, il y a une volonté de s'affranchir
de l'enveloppe charnelle et corporelle, qui est pour certains une anomalie génétique. Je cite les promoteurs du transhumanisme dans la Silicon Valley. Le corps est une anomalie génétique qui empêche l'homme de devenir éternel et d'aller conquérir la galaxie. Voilà où on en est. Et quelque part, ce qui nous arrive aujourd'hui, que ce soit la tendance transhumaniste ou les IA avec ces IA génératives qui sont extrêmement bluffantes, impressionnantes depuis quelques années, pour moi, ce n'est qu'un récit. Ce qu'il faut bien comprendre, et c'est pour ça que je suis éditeur, je ne me suis pas présenté, mais je suis éditeur, auteur, romancier, essayiste, et je fais des conférences. Je travaille sur les récits, parce que le récit, c'est hyper important. Et ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est ce qui a été imaginé il y a 80 ans. Un peu avant, si on remonte à Jules Verne. Jules Verne a imaginé qu'on irait sur la Lune, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est qu'un récit, et quelque part qui nous a confisqué tous nos imaginaires. Il n'y a pas d'autre récit. Le progrès, c'est la tech. Le progrès, c'est le numérique. Le progrès, c'est l'IA. Si aujourd'hui, dans cette salle, vous ne vous intéressez pas à l'IA, vous allez passer pour des ploucs. Ce qu'on a dit aux agriculteurs il y a 60 ans. On impose une vision du progrès. Et qu'est-ce qui s'est passé entre 1940 et les années 95, qui sont le début de l'essor de l'Internet grand public? Eh bien moi, quand j'étais gamin, toutes ces choses que l'on voit arriver aujourd'hui, et certaines sont déjà un peu datées, je les ai lues. Parce qu'adolescent, je suis tombé sur Arthur Clarke, 2001 l'Odyssée de l'espace. Je lisais Pierre Boulle, La planète des singes. J'étais fan de Dune, Frank Herbert. C'était une révélation pour moi de lire des gros livres. Frank Herbert m'a emporté. Et puis, j'ai commencé à lire Isaac Asimov, que vous devez connaître plus ou moins. Je ne sais pas si tout le monde connaît Isaac Asimov, mais les gens de la tech connaissent généralement Isaac Asimov, qui est l'homme qui a posé les 5 règles du robot. Et aujourd'hui encore, dans le monde de la robotique, les règles d'Isaac Asimov sont intangibles. Elles sont gravées dans le marbre. Le robot doit être au service de l'humain. Ça, ce n'est pas négociable. C'est une des 5 règles. Et Isaac Asimov, Ray Bradbury, ils ont imaginé un monde de technologie, avec des super ordinateurs qui géraient la vie des humains. On choisit votre conjoint dès la naissance, parce qu'on sait très bien à qui vous allez vous entendre. On remplace le travail, tout est mécanisé. On fait la conquête spatiale. Tout ça, c'est un imaginaire qu'on appelle la science-fiction. Isaac Asimov a écrit les premières séries en 1940. Et puis arrivent les films. Je vous ai mis en bas La Belle Rachel, pour ceux qui connaissent Blade Runner, qui est une réplicante, une femme de chair et d'ordinateur, qui pense comme un humain, qui ressemble à un humain, à tel point qu'on lui fait passer le test d'Alan Turing, qui a été cité tout à l'heure, pour savoir si elle est vraiment consciente d'elle-même, car c'est ça le point de singularité. Et puis récemment, vous avez eu la fameuse série Westworld. Westworld, c'est de la robotique mélangée à de l'IA, c'est ce qu'on appelle les humanoïdes intelligents. Et ça vient d'où tout ça? Ça vient de l'imaginaire d'une poignée d'hommes et de femmes qui ont écrit des histoires il y a 80 ans, mais c'est devenu l'univers onirique des gamins de la Silicon Valley en 2000. Et quand vous avez un gamin qui a été biberonné à Star Wars, Arthur Clarke, Ray Bradbury, Westworld et tout, vous lui donnez les capacités financières, intellectuelles de créer le monde de demain, qu'est-ce qu'il va créer? Ce qu'il a vu dans son imaginaire. Il s'est alimenté toute son enfance dans un imaginaire de technologie. Donc le progrès, c'est des vaisseaux spatiaux, c'est la conquête de la planète Mars. Mais pourquoi? Pourquoi on irait sur Mars? Je ne vois pas l'intérêt, franchement. Vous êtes déjà à Center Park? Center Park, au bout de 4 heures, on craque. Au début, les palmiers, c'est hyper sympa, les piscines, les bains bouillonnants. Puis au bout de 4 heures, on dit, qu'est-ce que je fous là, quoi? Je manque d'air, je respire pas. C'est ça, Mars, la conquête de Mars. Mais qu'est-ce qu'on va aller foutre sur Mars, sachant qu'on a un joyau, le paradis terrestre, il est là, quoi. Cette terre. Non, certains se disent, non, on bousille tout, mais t'inquiète pas, on va aller habiter ailleurs. Mais ça va pas. Où elle est la raison, où elle est la responsabilité, où elle est la conscience, l'intelligence? Moi, ça m'interpelle. Et derrière tout ça, donc, il y a une histoire de récit qui a commencé dans les années 50, je dis 40-50, mais avant toutes ces étapes qu'on a franchies rapidement, avec une accélération exponentielle des choses, ça ne vous aura pas échappé que c'est un phénomène exponentiel. Plus les années passent, elles sont plus riches en innovation que les 10 dernières années, et ainsi de suite. Avant tous ces gens-là, il y a eu Nikola Tesla, que vous voyez sur la photo. Et je vous ai mis une deuxième photo à côté. C'est un sous-marin télécommandé vocalement par Nikola Tesla. Vous savez à quelle date il a fait ça? À Madison Square Garden et à Chicago? En 1895. 1895, Nikola Tesla invente la télécommande vocale. Il fait une démonstration d'un sous-marin de 3 mètres de long
qui fait des ronds dans l'eau, qui tourne à droite, à gauche. Et il dit à l'armée américaine, parce que c'est un pacifiste, on pourrait l'équiper d'armes, on ferait un rideau, un cordon sanitaire qui empêcherait toute invasion des États-Unis, ce serait la paix dans le monde. Et les Américains éclatent de rire. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Il invente des machines volantes télécommandées, en 1896, le drone. Il invente le radar, il invente le haut-parleur, il invente le smartphone. Et aujourd'hui, cet homme a été rayé de l'histoire parce qu'il a eu l'outrecuidance de vouloir supprimer le pétrole, le gaz naturel et le charbon pour offrir de l'énergie libre et gratuite à l'ensemble de l'humanité. Là, il avait franchi une étape de trop. Si vous voulez en savoir plus, j'ouvre mon livre à la sortie, je vous mettrai un petit mot. N'hésitez pas à venir me voir. Il a une vie passionnante. Et derrière, il y a une étape qu'on est en train de franchir aussi, alors surtout à San Francisco, pas trop en France encore, bien qu'il y a quelques mois, j'étais assez surpris sur les réseaux sociaux, je voyais des pubs tout le temps pour ça, pour les anneaux. Alors peut-être parce que j'avais fait des recherches, voilà, j'étais rentré dans l'entonnoir, on essayait de me vendre des anneaux connectés. Et l'anneau connecté, c'est quoi? C'est un anneau que vous passez au doigt, comme celui-là, qui est bourré de capteurs sensoriels. Il va calculer votre tension artérielle, votre taux de diabète, votre taux de cortisol, etc. Et puis un petit algorithme donc derrière qui va vous dire, dis donc Yannick, là t'es fatigué, il va falloir que tu aies une petite pause de 20 minutes, va te reposer un petit peu, puis là ce midi t'as pas mangé assez de légumes verts, ce soir il faut que tu manges ceci, cela, puis attention, tu as 55 ans, là tu es en train de perdre en performance, donc il faut que tu fasses un peu plus de sport, arrête le sucre, parce qu'il faut que tu sois toujours au taquet, quoi. Le refus de vieillir, le refus de fatiguer, la quête de la performance ultime. Et cet anneau connecté, c'est quoi finalement? C'est une laisse électronique. C'est la laisse électronique. Je paierai avec mon anneau connecté, j'aurai mon passeport sur mon anneau connecté, j'aurai ma santé sur mon anneau connecté, ma vie sera réglée sur mon anneau connecté et je serai surveillé et pisté sur mon anneau connecté, comme ça je serai en sécurité. On saura toujours où je suis et si mon rythme cardiaque s'accélère, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc un drone viendra m'aider. Superbe. Ça vous fait envie, vous? Moi, ça me fait peur. Derrière, on franchit une autre étape, tout ça est insidieux. Les lunettes connectées de Ray-Ban. Je passais hier dans Rouen, je suis passé aux Galeries Lafayette, j'ai vu quelques Ray-Ban connectés. Je dis, ça y est, ça arrive en France. Donc une réalité augmentée, transformée, où vous avez, comme les pilotes de chasse, des informations qui viennent, et en même temps, vous filmez, vous discutez avec quelqu'un, vous le filmez à son insu, plein d'infos qui tombent parce qu'il vous dit son prénom, donc vous regardez qui c'est, vous le scannez, on externalise la mémoire, on externalise l'effort intellectuel, prothèse numérique qui nous augmente. Et le comble dans tout ça, c'est ce que j'appelle l'effet waouh. Depuis ce matin, quand j'entendais Luc Ferry, quand j'entendais Inès, etc., je me suis dit, c'est vrai que c'est bluffant les capacités de l'IA et de ses algorithmes. Mais en fait, c'est juste bluffant, c'est du bluff. Mais ça marche, c'est waouh. La première fois que j'ai fait une requête sur ChatGPT, j'y vais quasiment jamais. Parce que je trouve ça scandaleux. Mais je vous expliquerai après pourquoi. Donc j'y vais le moins possible. Mais comme tout le monde, j'ai fait waouh. Je parle à une machine, elle me répond, elle me sort des trucs, c'est incroyable. Luc Ferry l'a fait ce matin, je ne vais pas vous le refaire. Mais c'est que du waouh, c'est de la poudre aux yeux. Ça nous impressionne. Et derrière, tous ces outils numériques, toutes ces prothèses qu'on est en train de se mettre autour du cou, autour du doigt, dans nos têtes, dans nos poches, dans nos maisons par la domotique, ça fonctionnera, et ça fonctionne, c'est là le piège, ce que j'appelle le piège de l'IA, ça fonctionne, car c'est la règle des 3 P. On a un sentiment de puissance. Alexa, commande-moi une pizza. Alexa, mets-moi de la musique. Alexa, ferme les volets. Ah non, Alexa, change la radio. Non, pas RTL. La puissance, j'ai des esclaves à disposition. Le numérique, c'est un nombre d'esclaves, je vous rappelle. Hein. Il y a de l'énergie derrière. L'énergie, c'est la force physique à l'origine. Jean Covici l'a très bien conceptualisé. Qu'on a des centaines d'esclaves à la maison tous les jours. Donc, puissance, le rapport à l'autre. Je maîtrise, je le domine. Deuxième chose, la paresse. La nature est paresseuse. Dans la nature, en biologie, le végétal cherche toujours le chemin le plus rapide, le plus court, le moins énergivore pour atteindre son but. C'est une règle. Pourquoi les arbres ne montent pas jusqu'au ciel? Vous savez pourquoi? 1, parce que ça ne sert à rien. Il y a du sens chez l'arbre, plus que chez l'humain. Et 2, parce que la compétition et la prise de hauteur est beaucoup trop énergivore par rapport à la collaboration et la coopération. Et dans le monde végétal, quand la taille critique est atteinte, le végétal s'arrête de pousser pour passer à la collaboration. C'est-à-dire que, entendez bien ce que je vous dis, ça s'applique à toutes les entreprises et les structures, la compétition est temporaire et ce n'est que le moyen d'atteindre un objectif final qui est la collaboration et la coopération. Mais ce n'est pas un but, la compétition. C'est un état transitoire, rapide et court dans la vie d'un arbre. Et donc aujourd'hui, on est toujours dans cette paresse, nos cerveaux sont paresseux, nous sommes paresseux, je suis paresseux,
Donc là, on a des outils qui nous disent, allez, reste dans ton canapé, regarde la télé, bois du coca, achète de la musique chez Amazon, ça va bien se passer. C'est ça le projet. 3, la peur. Je vous l'ai dit, la peur de mourir, la peur d'être malade, la peur d'être moins performant, parce que l'injonction à la performance. 45 ans, 50 ans, on est déjà un senior dans le monde du travail. 65 ans, on est mis au rebut. Et il y a des gens qui perdent tout le sens à leur vie ce jour-là. Ils sont plus performants, ils sont plus bons pour travailler. Mais ce culte de la performance. Et encore une fois, pourquoi? Et pourquoi faire? Depuis quand on juge quelqu'un à son taux de productivité? C'est récent dans l'histoire de l'humanité. Donc méfiez-vous des 3 P. Et cette culture de la performance, de l'accélération, du temps rapide et de la productivité, c'est culturel, c'est encore une fois un récit. Ça n'a pas toujours été comme ça, et ça ne sera pas toujours comme ça. Les bâtisseurs de cathédrales que vous voyez derrière nous, ils travaillaient moins que nous, beaucoup moins que nous. Et le transhumanisme, c'est cette culture de la performance sans fin, d'une croissance infinie, pour une minorité d'individus, on va le voir. Si vous ne pas se leurrer, vous n'irez pas sur Mars. Sauf si vous êtes milliardaire. Il y a un milliardaire dans la salle? Non, vous n'irez pas sur Mars. Et c'est une fuite de notre humanité. C'est une déshumanisation. Et les gens qui sont derrière ce projet, il faut quand même mettre des noms, ils ne sont pas très nombreux. Mais aujourd'hui, ils sont extrêmement dangereux. Peter Thiel, avec son projet Palantir, je vous laisse creuser ce qu'est Palantir, vous irez voir, c'est effroyable. Peter Thiel, aujourd'hui, c'est l'homme qui est derrière Trump, qui est derrière la philosophie libertarienne. C'est lui qui pense, parce que l'autre, il ne pense pas beaucoup. Il faut quelques cerveaux derrière. Et Peter Thiel, c'est l'associé historique d'Elon Musk. Ils ont créé ensemble PayPal dans les années 2000. Ils ont racheté une petite société californienne qui faisait des voitures électriques, qui s'appelait Tesla. Parce que ces gens-là, ils avaient un amour pour Nikola Tesla, qui est le père du moteur électrique et du courant alternatif déployé dans le monde, le père de l'induction. Donc ils ont racheté cette petite entreprise de voitures. Ils sont montés au capital, ils ont viré les dirigeants. Ils ont développé Tesla. Ça, c'est du Peter Thiel et du Elon Musk. Et ces gens-là, ils rêvent de quoi? Ils rêvent de l'immortalité. D'où le transhumanisme. S'affranchir du corps pour vivre éternellement. Parce qu'ils refusent de vieillir, ils refusent de mourir. Mais quel est le sens de la vie si on n'a pas la mort au bout? Et Elon Musk veut acquérir cette immortalité, cette puissance. Pourquoi? Pour aller conquérir la galaxie Mars, où il va reproduire selon ses gènes. Vous savez qu'il a beaucoup d'enfants. Comme c'est un type formidable, il compte être le géniteur de la prochaine humanité. Juste ça. Bon, le Doge là, lui a rappelé que quand même on ne réussit pas à tous les coups. Et ces gens-là, ils sont très conscients de la catastrophe climatique en cours, de la catastrophe de la biodiversité, de ce qui se profile si on ne bouge pas. Quelque part, ils mettent un écran de fumée sur tout ça en nous disant « dormez tranquille, on s'occupe de tout ». L'IA, c'est génial, on va résoudre tous les problèmes planétaires. Ouais, on va voir après que ce n'est pas si simple. Et 2, eux, ils se sentent protégés. Soit ils partent avec leur vaisseau spatial, les Happy Few en VIP, comme dans le film, je ne me rappelle plus du nom, mais bon, ça va me revenir, Don't Look Up. Soit ils se protègent dans leur villa avec des drones qui les surveillent sur des îles qu'ils ont rachetées, bien sûr, où ils font loi parce que c'est des libertariens, il n'y a aucune loi qui s'impose à eux. C'est le projet, mais le projet, ce n'est pas de sauver l'humanité. Sauver l'humanité, il faut être empathique. Et l'empathie, c'est se mettre à la place de l'autre. Et moi, quand je vois des gens comme ça, qui vous disent « salaud de pauvre, il a qu'à bosser », ils n'ont aucune empathie. Donc ils ne vont pas sauver l'humanité. Ils n'en ont strictement rien à faire de l'humanité. Ce qui les intéresse, c'est leur personne. C'est des gens qui sont psychopathes. Un psychopathe, c'est un trouble psychique où la personne ne ressent pas la souffrance de l'autre. On a un président psychopathe, il faut le dire. On a des dirigeants psychopathes comme Musk et Peter Thiel, et ces gens-là contrôlent le projet transhumaniste, ce qu'on appelle les libertariens. Et en Chine, il y a aussi un petit monde transhumaniste. Du côté de Huawei, des BATX, il y a aussi cette volonté, il ne faut pas non plus les oublier, on n'en parle pas. Vous connaissez les Chinois, ils sont puissants, discrets. Mais ils avancent. Et le jour où ils vont mettre au grand jour le fait qu'ils ont trouvé quelque chose, dire « Ah, ils sont allés vite, dis donc, on ne les a pas vus venir. » Mais eux aussi, ils y travaillent. Mais derrière, il y a derrière ce projet de téléchargement de la conscience, parce que le but des transhumains, comme Kurzweil, ça vous dit quelque chose, Ray Kurzweil? Ray Kurzweil, il travaillait chez Google, c'est un peu le pape du transhumanisme. C'est le premier à avoir dit que dans 30 ans, on téléchargerait nos souvenirs, nos émotions, notre conscience dans une clé USB. Donc il y a papy et mamie, vous les mettez dans l'ordinateur le midi, le dimanche midi, ils sont avec vous à table. Voilà, c'est ça le projet. On va devenir des humains dont la conscience, l'âme, qu'on appelle en religion l'âme, on la mettra sur une clé USB, on pourra injecter ça dans un humanoïde. Plus besoin de se nourrir, plus besoin de dormir, plus besoin de manger. Voilà, une vie éternelle dans une machine. Par contre, pas de corps, pas de sensation physique. Et on va le voir, pas d'émotion. Et derrière, les projets avancent. Je ne vais pas revenir sur Elon Musk, parce qu'il n'y a pas que lui, il fait beaucoup de bruit, mais c'est un excellent conteur. Il raconte des choses pour lever des fonds.
Il a compris qu'il fallait raconter pour lever des fonds. C'est très impressionnant de voir la fusée SpaceX qui se repose, et ça permet de relever des fonds. Je n'ai pas dit qu'il ne faisait rien, il a quelques succès, mais c'est un excellent compteur. Et Neuralink, qui est destiné à développer des puces pour augmenter le cerveau, les capacités cérébrales, a connu quelques échecs ces derniers mois, on en parle moins, mais il y a cette vraie volonté d'augmenter les capacités cérébrales par des puces électroniques. Donc on est vraiment dans cette logique transhumaine. Le premier obstacle à la vision transhumaniste, c'est quoi? C'est l'eau. Parce qu'on oublie de dire que toute la tech mondiale consomme des milliards d'hectolitres. Pourquoi? Parce qu'il faut faire des microprocesseurs, pour faire des cartes NVIDIA, il faut énormément d'eau. 2019, il y a une grosse sécheresse à Taïwan qui produit 90% des composants électroniques, qu'on retrouve en carte NVIDIA par exemple. Qu'est-ce qu'a fait le gouvernement? Ils ont réduit la production des microconducteurs, des microprocesseurs, parce qu'il fallait que les gens boivent et que l'agriculture produise. Oui. Quand il n'y a plus d'eau, il y aura un choix à faire. Aujourd'hui, ça ne vous a pas échappé que les canicules sont de plus en plus fréquentes, que la sécheresse commence déjà dès le mois de mai. Comment on fait pour équiper tout le monde de prothèses bioniques, pour faire de vous des transhumains et pour faire tourner les algorithmes éternellement? On va dire, il y aura peut-être des gains techniques, on va peut-être trouver des solutions miraculeuses, on aura moins besoin d'eau, peut-être, mais à court terme, je ne les ai pas. Et l'eau commence à manquer. Ça, c'est un problème. Le problème des émissions de gaz à effet de serre, on va en parler après, de l'énergie d'abord. Les IA consomment énormément d'énergie. Alors je circulais sur LinkedIn partout, oui, il faut qu'ils nous arrêtent de nous emmerder, les écolos, avec l'énergie. L'IA, c'est à peine 2% des dépenses énergétiques mondiales, il faut arrêter, l'avion, c'est plus. Là, voilà. OK. 2%, parce qu'aujourd'hui, il n'y a même pas 1 milliard d'habitants qui s'en saisissent, on est d'accord. Quand sera en vie votre quotidien, notre quotidien, et qu'il y aura 6 milliards d'habitants connectés, voire 8 milliards d'habitants connectés, c'est combien de pourcentage en dépenses énergétiques? 10%, 12%, 15%, 8%? Dès qu'on prend un secteur, l'avion 4%, l'IA 4%, etc., on dit non mais c'est rien, c'est que 4%. Oui mais 4 plus 4 plus 4 plus 4, vous arrivez à 25% très vite, et vous arrivez à 50%, et vous arrivez à 100% très vite. C'est toutes nos activités qui consomment 4-5% à chaque fois. Mais là on rajoute une couche. Et ce qui est problématique, c'est que l'eau va manquer, il faudra produire de plus en plus de tech, de devices, d'objets, et la fonte des glaciers, elle est là, elle est réelle, et ça on ne peut pas l'arrêter. Et on est en train de rajouter une couche qui est extrêmement inquiétante, puisque ça pose aussi la question des biens communs. Moi, ce qui m'inquiète, ce qui m'interpelle, c'est que pour produire tous nos petits objets comme mon téléphone, d'ailleurs c'est un Fairphone, je vous encourage à l'acheter, c'est le plus éthique qui existe. C'est fabriqué en Chine toujours, mais le Fairphone est ce qu'il y a de plus éthique. Bon, il est démontable, réparable pendant 10 ans. Mais pour produire ces petits objets-là, quelque part, il y a eu de la déforestation. Quelque part, il y a eu de la misère sociale. Quelque part, il y a un enfant de 12 ans en République du Congo, centrafricaine, qui descend à la mine chercher des petits minerais pour qu'on ait nos téléphones. Comme dit Jean Covici, si la mine était au fond du jardin, on achèterait peut-être moins. Surtout si c'est nos enfants qui descendent. Ah oui, là, loin du cœur, loin des yeux, tout va bien. Et donc, derrière, se pose la question des biens communs. À qui appartiennent les ressources mondiales? Alors déjà, elles appartiennent aux pays qui les ont dans leur sol. Mais ça, c'est même pas un sujet pour le royaume de la tech. Et derrière ça, vous savez que la déforestation de Bornéo, pour aller chercher du nickel, la déforestation massive de certaines forêts africaines pour aller chercher des ressources, c'est un patrimoine mondial. C'est l'oxygène de demain, c'est la décarbonation, c'est la dépollution. Et en fait, 1% de l'humanité à peine aujourd'hui est en train de s'accaparer les ressources pour des objets, des gadgets, parfois des applications utiles. Je ne vais pas revenir sur l'application médicale, les applications même climatiques pour mieux prévoir. Là, je parle d'activités professionnelles. Mais si c'est pour produire des fake news comme on a écouté ce matin et qu'on fait tourner ChatGPT pour modifier la voix de quelqu'un ou véhiculer une mauvaise image, ça n'a aucun sens, on est bien d'accord. Ne me faites pas dire que je rejette tout en bloc. Il y a du discernement, ce que je vous dis. Mais je mets le doigt là où ça fait mal parce qu'on n'en parle pas. D'un côté, on ne cesse de me dire depuis 15-20 ans, urgence, urgence, Yannick, la planète est en feu, elle brûle, il faut agir, vite, vite, il faut agir, faire quelque chose. Il faut changer nos comportements. Ça, c'est l'injonction. Et de l'autre côté, mais t'as un plouc, tu n'utilises pas de ChatGPT. Non, il n'y a pas le lien. Et aucun gouvernement n'a de vision systémique. Je n'entends pas de gouvernants dans le monde qui ont une vision systémique. En fait, les poissons rouges, les ours polaires, vos enfants, nos enfants, ils s'en contrefichent. Mais rien à foutre, hein. Il faut parler crûment. Strictement rien. Donc, consommer des produits numériques. Acheter des applis, acheter des services. C'est essentiel, ça. Mais la vie future, ils se débrouilleront bien, nos enfants. Hein? Puis la tech va nous sauver. Sauf que la tech, pendant le Covid, on ne l'a pas trop vu, quoi. Ça ne se mange pas un smartphone. Hein. Quand il y a rupture alimentaire d'une chaîne logistique, on revient à quoi? Qu'est-ce que je peux manger? Comment je bois? Comment je pompe l'eau? Vous savez que demain, s'il y a une éruption solaire dans le monde, une éruption solaire, on ne peut rien y faire. C'est une décharge de particules électromagnétiques qui arrivent sur Terre, ce qui est une activité solaire très forte, ce qui est le cas en ce moment d'ailleurs. Une vraie éruption solaire, ça fait fondre tous les composants électroniques. Et là, en quelques heures,
on ne peut plus boire d'eau potable. Parce qu'on est la première grande civilisation dans l'histoire de l'humanité qui s'est mis une corde au cou. On n'a plus d'autonomie alimentaire hors électronique, électricité, on n'a plus d'autonomie en eau, on n'a plus de déplacement, on n'a plus rien. Alors se déplacer, ce n'est pas très grave, mais quand on ne peut plus boire d'eau et qu'on ne peut plus se faire livrer en nourriture, parce qu'une ville comme Paris a 3 jours d'autonomie alimentaire, c'est tout. Le mine de Paris est vide au bout de 3 jours. S'il y a une panne d'électricité, une panne numérique, un bug électronique, tout s'arrête. C'est d'une fragilité immense. Mes grands-parents qui vivaient au Havre, parce que je suis né au Havre, je ne suis pas né très loin, dans les années 50, ils avaient un potager, il y avait un puits, et il y avait du bois pour chauffer, et des conserves pour l'hiver. Ils pouvaient tenir 3 mois, 4 mois, 6 mois en autarcie. Ça, on l'a perdu. On a une confiance aveugle dans l'impulsion qui nous met en danger. Nous n'avons jamais été aussi fragiles. Et c'est pour ça que je suis très confiant sur la rupture et le changement. Ça finira par arriver, par la force des choses. Plus on néglige le vivant, plus le boomerang va se le prendre dans la figure, donc on va changer. Et derrière, ce que ne fera jamais la machine, ça a été dit par les autres avant, que j'aille vite, c'est ressentir une émotion. Quand vous avez peur, qu'est-ce qui se passe? Les jambes se mettent à trembler, le dos un frisson, de la sueur sur le front, et votre cerveau interprète ça comme de la peur, ou votre cerveau vous dit tu as peur, donc tu vas te mettre à suer et à trembler. J'ai envie de dire les deux, mon général. Le corps et le cerveau sont indissociables. Une émotion, ça vous traverse, ça vous transperce, ça se pense, ça s'analyse. Mais est-ce que l'un précède l'autre? On n'en a aucune certitude. Par contre, beaucoup de gens pensent que le corps est aussi intelligent que le cerveau, et que les deux sont indissociables. Spinoza le disait déjà il y a 5 siècles. On ne peut pas retirer la boîte crânienne du corps. Les deux communiquent ensemble, l'intelligence du corps, comme on dit. Et ça, ces émotions, aucune machine ne la connaîtra. Elle pourra la reproduire, l'imiter, la singer, mais jamais elle ne ressentira ce qu'est d'avoir un corps. Donc ça, c'est une grande limite à tous ces délires de transhumains. L'autre délire, c'est l'empathie. Inès en a parlé tout à l'heure, c'est très clair, une machine n'a pas d'empathie, c'est froid comme un glaçon. Et donc, confier plus de pouvoir à des machines, c'est confier du pouvoir à des psychopathes. D'accord? On a déjà quelques-uns en place, si en plus on les généralise, on est mal. Sachant que l'empathie, c'est le fait de ressentir la peine de l'autre, de ressentir sa joie. Et ça, c'est essentiel au collaboratif, c'est essentiel au ciment de la société, c'est l'humanité, l'empathie. S'il n'y a plus d'humanité, c'est même pas la peine de prendre un ticket. Et derrière, je me suis posé beaucoup cette question ces dernières années, c'est sommes-nous des sapiens sapiens? Laura a parlé d'homo sapiens. Sapiens, en latin, ça veut dire sage, sachant, raisonnable. Sommes-nous des homo sapiens sapiens? Sommes-nous des humains? C'est là le défi. Si on n'est pas assez humain, qu'est-ce qu'on va faire de ces outils? Et derrière, donc, il y a, à mon avis, un chemin à prendre, c'est le fait d'améliorer notre humanité. Et j'ai un copain philosophe qui s'appelle Patrick Vivray. Un jour, il me dit, Yannick, de toute façon, on n'a pas le choix, il faut grandir en humanité. Il faut qu'on devienne plus humain qu'on ne l'a jamais été. Et j'ai ajouté, il faut grandir en humanité en retrouvant notre animalité. Parce que le monde animal, depuis René Descartes, qui a été déjà cité, il est maltraité, il est quelque part, je cherche le mot, souillé. Les animaux, c'est sale, ça ne pense pas, c'est mécanique. C'est toute une culture européenne qui s'est développée, qui s'est répandue pendant 3 ou 4 siècles. Mais l'animal, il a une chose que l'être humain, qui est un animal qui s'est dénaturé, disons le passage, il a une chose, l'animal, en plus de l'humain, c'est que l'animal, il est connecté au vivant. L'animal, il sent la nature dans ses tripes, il est la nature. Il ne peut pas faire sans la nature. Et ça, c'est sa grande force. Et si on veut redevenir des humains, il faut qu'on retrouve cette vibration animale que nous avons perdue. Je vous donne un exemple. Sapiens sapiens, c'est très prétentieux, en plus on se dit qu'on est des sapiens sapiens, on est sachant sachant, raisonnable raisonnable, vous imaginez? Sapiens sapiens est le seul animal qui, lorsqu'un tsunami arrive sur une plage, reste debout, face à la mer, et avec son smartphone, dis donc Ginette, c'est quoi le truc au fond là-bas là? Tous les autres sont partis depuis 3 heures. Les cloportes, les vers de terre, les serpents, les oiseaux, tout le monde s'est barré, se met à l'abri sur les hauteurs. Il y a une espèce sur la plage, c'est la plus intelligente, maîtrise l'IA, qui regarde la mer et qui ne comprend pas ce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'au niveau du plexus, il ne se passe plus rien. Parce que, je vais faire une digression vers une conférence que je fais d'habitude, si, depuis le néolithique, on s'est sédentarisé, progressivement, on s'est enfermé dans des boîtes, qu'on appelle des maisons, dans du béton armé, avec du triple vitrage. On ne se lève plus le matin en foulant l'herbe, la rosée. On ne se lève plus le soir avec les étoiles. On ne dort plus sous les étoiles. On n'entend plus les animaux la nuit. Notre inconscience est coupée du vivant.
Comment voulez-vous ressentir la souffrance et la beauté de la nature quand on est coupé du vivant? Il est là le problème. Et là, l'IA va encore nous faire monter une autre marche, c'est couper le cordon ombilical définitif avec la terre-mère. C'est là où on se met en danger. Il faut absolument qu'on se renature si on veut développer la techno. La techno sans la nature, c'est le suicide de l'humanité dans les prochaines décennies. Ce sera inévitable. Aujourd'hui, en 2025, il est urgent de se décentrer, de reprendre notre juste place dans la nature pour grandir en humanité et d'abandonner l'humanisme dominateur. Parce que l'humanisme, c'est quelque chose d'assez noble dans l'inconscient collectif, c'est les lettres, c'est la littérature, c'est la culture. Mais l'humanisme met au centre l'humain. Entouré de la nature, comme dit Michel Serres, nous sommes environnés. Et le mot environnement pose problème parce qu'il nous met au centre de quelque chose qui nous entoure. On est le centre de rien. Et je vous rappelle que l'humanité, ce n'est que 0,01% de la biomasse terrestre. 0,01% de la biomasse. Vous avez vu notre responsabilité, comme elle est énorme? Donc il faut absolument qu'on grandisse en humanité en s'extirpant de cette position centrale et en reprenant notre juste place dans le vivant et en faisant de la tech un miroir qui va nous permettre d'améliorer notre humanité. Parce que plus on déshumanise les choses, plus on va les réhumaniser par effet boomerang. Enfin, c'est mon espoir. Donc ça m'amène à quoi? Ça m'amène à retrouver la grande famille de l'humanité, la grande famille de la nature. Les Algonquins, les Amérindiens ont inspiré Montesquieu, Voltaire, etc. C'est incroyable. Et bref, ces gens-là, d'une grande sagesse, nous disaient « Toutes choses se tiennent comme le sang qu'une une famille, tout ce qui arrive à la terre arrive au fils de la terre. Ce n'est pas l'homme qui est la trame de la vie, on est seulement un fil. Tout ce qu'il fait à la trame, il le fait à lui-même. » Mais c'est tellement frappé de bon sens. Comment on peut oublier ça? Je ne comprends toujours pas. Moi. Donc, ils nous appellent à quoi, ces gens-là? Philosophiquement, ils nous appellent à grandir en humanité. Et j'espère fortement, et de toutes mes tripes, que le numérique va nous permettre d'aller non pas vers le transhumanisme, mais vers l'hyperhumanisme. Et c'est un mot que j'emprunte à Joël Derené, avec qui j'ai eu la chance de travailler. Il me dit un jour, Yannick, du transhumanisme, il faut aller vers l'hyperhumanisme. Merci, et j'attends vos questions.